on parlait des chemins du décret, c'est justement un autre moyen de voir effectivement que cette affaire-là était un coup d'État. C'est-à-dire que si les gens savent que ce qu'ils s'apprêtent à faire est mauvais, n'est pas réglementaire, ils ne vont pas employer le chemin normal, puisqu'on sait que c'est un gars de la DSP qui doit accompagner le porteur, ainsi de suite, avec dans des voitures appropriées. Il doit aller, on remet l'enveloppe en plein journal, et on attend la lecture, on reprend l'enveloppe, on repart avec. Mais attendez, vous n'allez pas faire quelque chose de pareil et appeler encore le même canal qui va vous dénoncer à la première fois. L'essentiel, les faits attendus étaient que ça passe au poste national. Il ne parle pas de ce qui s'est passé. Il refuse de s'abaisser au niveau du fait divers ou du démenti officiel. Il parle du chemin. Car pour Valère Bessala, la vérité ne se loge pas dans les fables qu'on raconte pour endormir les foules, mais dans les gestes qu'on n'a pas faits, dans ces silences rituels qui se partent à l'ordre du chaos. Un décret légitime, dit-il, en substance, ne se faufile pas dans l'obscurité des couloirs. Il se porte comme un obstacle en soi. Il a une escorte, un uniforme, un véhicule qui ne se cache pas dans les regards. Il exige le métal hurlant des sirènes, des hommes de la direction de la sécurité présidentielle, la DSP, aux côtés de son porteur. Une voiture immatriculée par le pouvoir lui-même. Un cérémonial aussi rigide, aussi sacré qu'une liturgie d'État. Le pouvoir ne murmure pas. Il tourne. Puisqu'on sait que c'est un gars de la DSP qui doit accompagner le porteur, ainsi de suite, avec dans des voitures appropriées. Il doit aller, on remet l'enveloppe en plein journal, et on attend la lecture, on reprend l'enveloppe, on repart avec. Mais attendez, vous n'allez pas faire quelque chose de pareil et appeler encore le même canal qui va vous dénoncer à la première fois. L'essentiel, les faits attendus étaient que ça passe au poste national. Voilà l'axe central de sa pensée. Et il faut lui reconnaître une redoutable, une effroyable élégance. Si l'acte avait été des droits, il aurait emprunté la route triomphale du droit. Si le verbe était souverain, il aurait marché la tête haute sous le soleil de la légalité. Or, cet acte-là a rampé. Il s'est glissé par les fissures du système, par la petite porte de la nuit, celle d'une enveloppe furtive et d'un conspirateur solitaire, sans escorte, sans uniforme, sans cette solennité de marbre qui d'ordinaire drape le pouvoir monarchique quand il parle de lui-même et ordonne au destin d'une nation. Et c'est précisément cette clandestinité, selon le guide de Jouvence, qui trahit la nature intime du geste. C'est l'esthétique même de la trahison. On ne dissimule que ce qu'on s'est interdit. On ne rampe pas dans la poussière des rédactions que lorsqu'on sait pertinemment qu'on n'a plus le droit de marcher debout. Le protocole n'est pas une simple corvée administrative. C'est le gilet pare-balles de la République. Le violer, ce n'est pas commettre une erreur de procédure. C'est signer l'acte de naissance d'une sédition. Je dis donc pourquoi tout reste secret sur cet enfant. Vous comprenez? Pourquoi tout reste secret? Parce que les méthodes de travail dans les services secrets, et surtout dans ce genre de situation qui concerne l'État, non seulement on le garde au secret, mais on travaille très rapidement son environnement. C'est-à-dire que c'est ta famille. Il a certainement un parent, un père, une mère, etc. On a travaillé, là, tout le monde allait, c'est tout. Personne ne va broncher. Personne. Vous comprenez? Parce que si c'était une affaire d'injustice ou de ceci, ce n'était pas lui qui était allé là-bas, ainsi de suite. Même le frère aurait déjà dit vraiment, nous demandons pardon pour lui, ainsi de suite. Vous connaissez comment ça fonctionne. Là où les réseaux sociaux, ça aurait déjà pris le feu partout. Ça, je sens sur les mains. Valère Bessala ne s'arrête pas au protocole. Il refuse de cantonner sa pensée aux marges étroites de la logistique administrative. D'un geste souverain, il va chercher, loin dans les replis de la mémoire nationale, la preuve ultime de son intuition. Il réveille un fantôme que le Cameroun croyait enterré sous le poids des décennies. Celui du 6 avril 1984. La preuve, c'est que les putschistes en 84, et comme d'ailleurs partout dans le monde, quand
quand le communiqué est passé déjà, c'est-à-dire un putschiste, on a ouvert l'écran, on a vu un putschiste dit que le pouvoir a été pris par nous, c'est terminé. C'est-à-dire, dans l'imagerie populaire, c'est quand l'homme est tombé, l'homme qui est là est tombé, et puis ça change les données. Et voilà que 43 ans d'histoire se referment comme un piège d'acier. Le guide de Jouvence le sait et le prophète s'en phare. Un coup d'État, au fond, n'est jamais qu'une parole que l'on cherche à faire cracher au poste national. Le pouvoir sur ce continent volcanique ne se prend pas seulement dans la fureur des casernes, il se prend dans le sanctuaire des micros, il se prend dans l'instant suspendu, presque mystique, où une voix officielle annonce que le monde d'avant vient de s'effondrer. Tout le reste, la fumée des combats, les arrestations à l'aube, les chars déployés sur le bitume, n'est qu'un décor secondaire, une mise en scène destinée à authentifier ce qui, en réalité, s'est joué dans la seconde fatidique où l'antenne s'est ouverte au crime. Donc si le discours, le décret était lu, l'effet allait être celui qu'un coup d'État normal aurait créé. C'est-à-dire que Biya a déjà nommé son vice-président. Et maintenant, Kopo lui a sorti donc de Suisse pour venir dire ce n'est pas moi, ça allait être une autre. Alors, merci. Il convoque les spectres de 1984, ce séisme manqué qui fit trembler Yaoundé. Il les rappelle comment ce jour-là aussi le destin d'un peuple a tourné au rythme des ondes. Un message diffusé, un communiqué lu par des voix anonymes et le pays entier sommé de croire par la force de la sidération que le pouvoir avait déjà changé de camp. Ou alors demain, l'histoire camerounaise porte encore les stigmates de ce script funeste, les liaisons suspendues, le couvre-feu jeté comme un linceul sur la ville, la constitution déclarée caduque et une faction qui s'autoproclame libératrice, tout un vocabulaire de la rupture brutale, un dogme martelé avec la plombe glacée de ceux qui croient que dire c'est faire. L'armée, sous l'impulsion des jeunes officiers et sous-officiers prêts au sacrifice suprême pour la nation, regroupés au sein du mouvement JOSE, entend redonner sa pleine signification à l'unité nationale et rétablir la détente et la concorde entre les citoyens. Le peuple camerounais et son armée viennent de remporter aujourd'hui une grande victoire sur les forces du mal, et cette victoire sera célébrée par l'histoire avec l'honneur qui lui est dû. Dès maintenant, le Conseil militaire supérieur est amené à prendre un certain nombre de décisions au regard de la sécurité nationale, et le Conseil militaire supérieur demande au peuple camerounais de le comprendre. En premier lieu, les liaisons aériennes, terrestres, maritimes et des télécommunications sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le couvre-feu est institué sur l'ensemble du territoire national de 19h à 5h. Par ailleurs, la Constitution est suspendue, l'Assemblée nationale dissoute, le gouvernement est démis, tous les partis politiques sont suspendus, tous les gouverneurs des provinces sont relevés et enfin sur le plan militaire, les officiers supérieurs exerçant le commandement d'unités opérationnelles sont déchargés de leurs fonctions. L'officier subalterne, le plus ancien dans le grade le plus élevé, prend le commandement. Vive les forces armées nationales, vive le Cameroun. Ça, c'est le communiqué des putschistes à la radio nationale le 6 novembre 1984. Cette phrase-là surgit d'une fond des âges, résonne aujourd'hui comme le négatif photographique de la dénonciation de Bessala. Il est le miroir d'une vérité continentale. Le coup d'État a un réflexe premier, obsessionnel. Il ne cherche pas d'abord à s'emparer du lit du prince, mais de la voix qui parle au nom du prince. Prendre l'antenne, c'est posséder l'imaginaire de la nation. C'est un théâtre cruel, une dramaturgie post-coloniale où le pouvoir se met en scène jusque dans ses ruptures les plus sanglantes. Même l'insurrection la plus sauvage est obligée d'emprunter les habits, les codes et le décorum de l'institution qu'elle prétend abolir. En reliant l'affaire du faux décret à cette mécanique mémorielle, l'analyste ne fait pas de la politique. Il écrit
La tragédie d'un État où la légitimité ne tient parfois qu'à un fil de cuivre et au courage de ceux qui gardent les clés de la parole publique. Quel est le risque qu'il avait à prendre à aller poser un acte comme celui-là qui va griller sa vie à tout jamais? Un enfant ne peut poser un acte comme ça que s'il a eu des garanties. Il était contracteur d'administration, ça veut dire qu'il avait un petit pécule à la fin du mois qui lui permettait au moins peut-être de subvenir aux besoins de sa petite mère ou de son père ou de ses frères, je n'en sais rien. Vous comprenez? Donc il n'a pas un intérêt particulier à poser un acte de folie comme ça, comme le disait Tété tout à l'heure. Vous comprenez? Donc il a eu toutes les garanties pour lui dire fais-le. Mais c'est encore une folie de croire à ces garanties. Donc protéger. Vous comprenez ce que je dis? Non, quand on dit garantie, faites attention. Si vous dites cadre d'administration, parce que Tété lui dit c'est une folie. Un enfant, cadre d'administration, je ne sais pas dans quelle structure il travaille. Je suppose que c'est même le privé. Pas le privé, je veux dire le parapublic. Le parapublic, c'est-à-dire qu'il paye mieux que la fonction publique. Salaire peut-être de 300 à 400 000 francs, disons ça comme ça. Vous pensez que si on vous donne 10 millions de francs, ça dit votre salaire sur combien? 3 ans. Et on vous dit, bon voilà, va faire ça. Mais l'enfant, il va le faire. Et surtout quand les gens qui lui proposent ce genre de deal-là, lui disent non, tu seras protégé, tu ne perdras pas ton emploi, ton salaire continue à couler, et ainsi de suite. Et même peut-être qu'après ça, tu auras la promotion. Quelle formule! Le canal conçu pour porter la sédition est devenu le tombeau de cette même sédition. L'instrument rêvé de la prise de pouvoir s'est retourné contre son porteur. Une lame mal tenue qui blesse la main qui la brandit. Il y a là une justice presque biblique dans sa cruauté. Celui qui voulait faire du micro son complice en a fait malgré lui son procureur. Faut-il y voir un signe des temps ou la répétition d'une malédiction plus ancienne? Depuis 1984, le pouvoir camerounais a appris à verrouiller ses ongles comme on fortifie une citadelle. Ce que Valère Bessala décrit, c'est la persistance d'un même songe chez les ambitieux de toutes les époques. L'idée toujours recommencer, toujours dessus que la légitimité se décrète par la seule vertu d'une diffusion. C'est l'illusion tragique du complot. Croire que dire suffit à faire advenir. Croire que le verbe à lui seul possède la puissance absolue du pouvoir. Les putschistes de l'ombre ont oublié une règle d'or. Le poste national n'est plus une boîte vide que l'on braque. C'est un miroir qui réfléchit la vérité du moment. En voulant piéger le système, ils se sont piégés eux-mêmes, dénoncés par l'écho de leur propre audace. Le communiqué, moi je le prends trivialement, c'est-à-dire il vient juste protéger les institutions, c'est-à-dire l'institution suprême, en la dédouanant de cette mascarade, c'est tout. C'est ça son message en fait, au fond, de dire qu'en fait cette affaire-là, le patron, son patron ne la connaît pas. Terminé, cherchez ailleurs. C'est tout. Et rien qu'à travers ce résumé que je viens de faire, on peut déjà comprendre qu'en fait, le décret, il existe, puisque le ministre n'a pas dit que ce décret-là est faux. Il dit que le décret ne vient pas de la personne qui devrait normalement le signer. Et il faut d'apparence. D'apparence. Et la signature du chef de l'État. Oui, il dédouane son patron. Nous y voilà. C'est le sommet du drame. Valère Bessala pose le diagnostic final sans trembler. Si le plan avait fonctionné, la réalité se serait alignée sur la fiction. Le pays se serait réveillé et bêté face à une nouvelle architecture du sommet de l'État. Pas de sang versé, pas de chats dans les rues de Yaoundé, mais un fait accompli, institutionnel, total. C'est la définition moderne du putsch, invisible, textuel, et une lecture. Le destin d'une nation pivotait. En martelant cette conclusion, le guide de Jouvence dépouille l'affaire de ses oripeaux, des faits divers. Il la hisse au rang de tragédie d'État. Le message est clair. Il résonne comme un avertissement philosophique. La République a frôlé le gouffre et le précipice parfois n'est rien d'autre qu'une feuille de papier lue à haute voix. Qui parle encore? C'est toujours le ministre. Dans l'histoire du Cameroun, c'est un monsieur qui est connu comme avoir traversé les deux grands moments de l'histoire. C'est-à-dire en 82, 81, 82.
Il a accompagné Aïd jusqu'au Sénégal, on l'a ramené. Lui, il était encore jeune diplomate. Et j'ai comme l'impression qu'il va encore jouer son rôle, le croque-mort. C'est-à-dire qu'il va encore accompagner Paul Biya à la sortie et rester encore avec le prochain. Parce que quand vous voyez quand vous voyez sa position comme ministre de la Communication, il ne prend aucune position. Aucune position. On a parlé d'une autre affaire où il a signé le communiqué avant ça. C'était l'affaire de la maladie du président. Et bon voilà, le communiqué était tellement ambigu. On ne savait même pas ce qu'il voulait dire. Pourtant, Jeune Afrique avait posé un problème clair. Mais là, on parle du problème de la signature. Il dit d'apparence. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc, il est ambigu lui-même. Depuis les indépendances, notre continent a appris à se méfier des communiqués. Chaque génération porte en elle la cicatrice d'une radio nationale devenue un jour le théâtre d'un mensonge d'État ou d'une vérité arrachée. Frantz Fanon parlait de la violence comme d'un langage que les opprimés devaient retourner contre leur maître. Ici, c'est un langage plus subtil encore qui se rejoue, celui de l'autorité empruntée, de la légitimité mimée, du pouvoir qui se costume avant de se prendre. Mongo Betty en son temps avait déjà saisi cette vérité crue. Dans nos républiques de papier, le décret et la rumeur se disputent le même trône. C'est souvent le style, la forme, l'apparence du sceau qui décide de ce qui devient réel aux yeux du peuple. Valé Bessala, sans le citer, marche dans ce même sillon. Il nous dit que la légitimité ne réside pas dans l'encre, elle réside dans le chemin que le papier emprunte pour parvenir jusqu'à nous. Ce décryptage au scalpel n'est pas un exercice de style abstrait. Il s'inscrit dans la chair vive d'un Cameroun à la croisée des chemins. Nous y sommes. C'est l'odeur des fins de règne. Ce parfum lourd des fins de siècle, des cycles où l'air se charge d'électricité avant la tempête. Le palais de Toudi n'est plus seulement le lieu du commandement. Il est devenu le théâtre d'une guerre invisible et féroce au sommet de l'État. Thank you.